Nous allons procéder aux questions orales envoyées par les habitants. Bonsoir. Sur les documents d'aménagement du Parc Sud au Conseil de quartier de décembre 2022, figurait un immeuble, en lieu et place de la moitié du Petit Bois Robespierre. Le Petit Bois qui jouxte l'école du même nom et qui constitue un petit îlot de verdure fort appréciable. Au lieu d'être construit, ce petit bois pourrait devenir une ressource pédagogique précieuse pour les équipes d'enseignants et d'animateurs. C'est d'ailleurs ce que nous réclamons, soutenus par un nombre important de parents d'élèves, au moyen d'une pétition qui circule actuellement dans le quartier. D'où ma question. Entendez-vous la revendication légitime à l'heure du réchauffement climatique et de l'urgence à développer la sensibilité à l'environnement des acteurs de terrain? Quels sont vos projets concernant le Petit Bois Robespierre? Il y a un an, je répondais à l'occasion d'une question sur le Petit Bois Robespierre que si les plans d'aménagement, conçus dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier du Parc Sud, prévoyaient initialement de construire un immeuble à cet endroit, nous recherchions une solution alternative. En effet, il s'agissait malheureusement du seul endroit identifié alors comme compensation à apporter à Action Logement qui, rappelons-le, est le principal financeur du nouveau programme national de rénovation urbaine pour le quartier du Parc Sud. Nous avions donc demandé à notre aménageur et à son maître d'œuvre, l'agence Sana Baldé, de travailler à améliorer les plans d'aménagement en tenant compte de cette interrogation concernant le Petit Bois, car évidemment, si nous pouvons préserver un espace vert, nous préférons le faire. Et ce, d'autant plus que le développement des espaces verts et la plantation d'arbres est un axe majeur de tous les projets portés par notre municipalité, qui demeure aujourd'hui extrêmement active en matière de transition écologique, après avoir été pionnière en adoptant dès 2007 un plan climat, bien avant que la loi n'en fasse obligation aux communes de plus de 50 000 habitants. Le travail d'amélioration des anciens plans d'aménagement du quartier du Parc Sud devrait se terminer cet été, avec mon collègue en charge du quartier, Ousmane Diaby. Nous pourrons donc reprendre après la rentrée la concertation avec les habitants et autour du projet global de renouvellement urbain du quartier, Pablo Picasso, si important pour notre ville. Et je peux d'ores et déjà vous indiquer que le Petit Bois ne fera pas l'objet d'une construction. Soyez assurés que nous soumettrons d'autres propositions pour préserver ce Petit Bois à l'issue des travaux réalisés sur le terrain jouxtant le Petit Bois. Je vous remercie. Je rajoute à la réponse que, évidemment, il y a une question financière dedans, puisque Action Logement exige qu'on lui mette à disposition des terrains gratuits pour construire des logements, compte tenu des subventions qu'il verse dans le cadre de l'Agence nationale de rénovation urbaine, que l'État parfois s'approprie, mais qui en réalité sont des subventions qui viennent d'Action Logement. Mais évidemment, le terrain qui est à côté, et qui est donc un parking, est un terrain qui appartient à Coop Habitat, et que donc, en sachant qu'il s'agit de construire des immeubles en accession à la propriété, puisqu'il s'agit évidemment de mettre de la diversité sociale dans le quartier. Coop Habitat, son président n'est pas là, mais son vice-président est là, au titre de la loi, devra demander une indemnisation pour la mise à disposition de ce terrain. Et donc, comme Action Logement ne le fera pas, c'est donc la ville qui devra trouver un financement supplémentaire pour ce projet et ce terrain. La question d'ailleurs vaut de la même manière pour la question qui va venir et auquel Raphaël va répondre, qui est le terrain des Acacias. Notre question porte sur l'avenir du jardin des Acacias. Le dernier, sauf erreur, Conseil de quartier du Chemin de Lille, en décembre 2021, concluait que l'édition suivante aborderait le sujet de façon approfondie. Ce conseil de quartier n'est jamais venu. Pas d'édition en 2022, non plus à ce jour en 2023. Par ailleurs, des objections ont été formulées sur la consultation numérique proposée en janvier 2023, portant sur la rénovation du quartier, incluant donc la zone du jardin des Acacias. Cette concertation est restée confidentielle. Un jour avant sa clôture, n'y figurait qu'une seule contribution habitante. Bref, à l'heure du réchauffement climatique, des canicules à répétition, de la nécessité de multiplier les îlots de fraîcheur et de préserver, soutenir,
enrichir la biodiversité, quel avenir pour ce jardin planté, arboré, en place depuis plus de 30 ans? Madame Dariot, mes chers collègues, nous sommes également attachés au développement et à la préservation des espaces verts dans tous les quartiers de Nanterre. Ils sont, comme vous le soulignez, des îlots de fraîcheur urbains indispensables pour les habitants à l'heure où le réchauffement climatique s'aggrave. Dans le quartier du Chemin de Lille en particulier, cet engagement se traduit très concrètement. Citons par exemple l'aménagement du parc Hoche au cours des dernières années et l'extension de 2 hectares du parc du Chemin de Lille actuellement en cours derrière les papeteries. Le projet de renouvellement urbain du quartier lui-même prévoit la création d'un demi-hectare d'espace vert supplémentaire, davantage disséminé dans le quartier. En outre, nous travaillons à un projet ambitieux pour créer un véritable delta vert prolongeant les terrasses de Nanterre jusqu'à la Seine, comprenant une extension supplémentaire du parc du Chemin de Lille, la renaturation des terre-pleins de la 86 et l'aménagement des terrasses 3-5. Ce projet, fortement porté par la ville, permettra une véritable continuité verte jusqu'à la Seine, en prenant en compte la surface actuelle du parc du Chemin de Lille. Il représentera un espace total de la taille du parc André Malraux. Concernant le jardin des Acacias, j'indiquais devant le conseil municipal il y a un an que nous n'avions pas d'autre choix à ce moment-là que d'en réduire sa taille, tout en sachant que cette diminution serait compensée par la création d'autres espaces verts au Chemin de Lille. Aujourd'hui même, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la création de la ZAC du Chemin de Lille. Dans ce cadre, la SPLNA va engager des études d'approfondissement et d'actualisation du plan guide du secteur. Le devenir du jardin des Acacias sera donc étudié à cette occasion. Aussi, vous comprendrez que je ne puisse vous apporter de réponses plus précises aujourd'hui. Mais oui, nous soumettrons d'autres propositions. La phase d'étude et de concertation est toujours en cours et soyez assurés qu'avec mon collègue en charge du quartier, Kader Selmet, nous sommes particulièrement attentifs à explorer toutes les pistes pour réussir le projet de renouvellement urbain du Chemin de Lille. Je vous remercie. Alors, la question suivante est posée par Nicolas Huyghe sur la fermeture de la maison des jeunes Daniel Ferry. Il est dans la salle, on va lui donner un micro et c'est Lucie Champenois qui va lui répondre. Très inquiet en apprenant la fermeture imminente de la maison Daniel Ferry, des Nanterriens ont lancé une pétition appelant la mairie à pérenniser cette salle, moyennant un appel à idées pour répondre aux contraintes budgétaires actuelles. Cette pétition, démarrée il y a 6 semaines, compte à ce jour plus de 300 signatures en ligne et 450 signatures papier. À noter aussi qu'une pétition de 2018 rassembla 1500 signatures en ligne. Je me fais le relais de leurs inquiétudes et vous pose les questions suivantes. Avez-vous envisagé pour la salle un conventionnement SMAC, scène de musique actuelle, pour diversifier les sources de financement? Si la fermeture est confirmée, que va devenir le terrain? Si la fermeture est confirmée, comment imaginez-vous remplir les missions d'accompagnement artistique et de formation à la scène actuellement portée par la maison Daniel Ferry? Qui pour proposer les rendez-vous musicaux ouverts et participatifs que sont les open mic et autres scènes ouvertes? Comment prévoyez-vous d'associer les habitants, les habitantes, les usagères, les usagers à la réflexion autour des lieux de culture, de leur répartition, de leur format, de leur modèle économique, etc. Je vous remercie. Je vous remercie de cette question qui me donne l'opportunité de donner quelques faits, vous avez raison, concernant la fermeture de la maison Daniel Ferry. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que cette décision n'est pas nouvelle. Elle fut annoncée publiquement en 2018, comme vous l'indiquiez. La réalité est que cet équipement était au départ une maison des jeunes et de la culture, une MJC, ouverte en 1972, afin de répondre à des besoins qui s'exprimaient alors et qui, un demi-siècle plus tard, ont considérablement évolué. Si la municipalité reconnaît tout à fait la qualité de la programmation et des projets portés par la Maison des Jeunes Daniel Ferry, qui ont fait de cet équipement une référence en matière de création artistique, de production ou de diffusion des musiques actuelles, il faut rappeler qu'initialement, cet équipement n'avait pas été pensé pour être une salle de spectacle, ce qui rend le lieu difficilement exploitable, car peu adapté pour les accueillir. Depuis 1972, les pratiques artistiques et culturelles ont en effet elles-mêmes profondément bougé. Surtout, nombre de structures culturelles ont vu le jour à Nanterre, qui n'existaient pas alors. Je pense évidemment en premier lieu à la Maison de la musique de Nanterre elle-même, ouverte en 1994, mais également aux salles de quartier, au cinéma, au CGR. Aujourd'hui, force est de constater que le bâtiment de la Maison Daniel Ferry est vétuste. Il ne bénéficie pas de la qualité des équipements que d'autres équipements culturels peuvent offrir à nos jeunes artistes pour développer leurs projets et se faire connaître. De plus en plus, les artistes refusent de s'y produire d'ailleurs. Il ne répond pas non plus aux normes de sécurité ni environnementales en vigueur et n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Tout en comprenant l'attachement légitime de certains usagers à cette structure, la réalité nous a contraints à faire le constat que la réhabilitation de la maison Daniel Ferry, un temps envisagée, serait extrêmement coûteuse et pour tout dire déraisonnable dans le contexte financier que connaît actuellement la ville. À ce titre, je précise qu'une SMAC, c'est-à-dire un label de scène musique actuelle, n'est pas envisageable pour une structure municipale. Elle exige une gestion autonome qui fragiliserait à cette heure la politique culturelle d'accompagnement des pratiques et de création de ces musiques et danses. Les subventions de l'État seraient insuffisantes, inexistantes sur l'aspect bâtimentaire en réalité. Par ailleurs, je tiens à rappeler que la politique municipale de musique et de danse est déjà labellisée scène de musique et de danse d'intérêt national avec la mention art et création. L'arrêt des activités municipales au sein de la Maison des Jeunes Daniel Ferry impose de rechercher une vocation nouvelle pour ces locaux et le terrain sur lequel ils se situent. La réflexion en cours consiste à permettre l'implantation d'une ou plusieurs activités artisanales ou libérales susceptibles d'être intéressées et ayant les moyens de soutenir un plan d'investissement. Parallèlement, puisque la politique culturelle menée en ce lieu nous est chère, comme elle l'est aux spectateurs, aux habitants et aux artistes de la ville fait le choix de mettre à l'étude et de développer le déploiement des activités culturelles qui s'y déroulent aujourd'hui vers d'autres équipements nombreux sur la ville. Il ne s'agit donc pas de supprimer une offre, mais de réfléchir autrement et de l'organiser dans de meilleures conditions. Les open mic, les hip-hop freestyles, seront déployés l'an prochain au théâtre de la Salle des Fêtes, techniquement rénové par exemple. Un projet pour les années futures est en cours de travail, d'autres événements seront sur la grande scène. Les porteurs et agents de cette politique publique sont ainsi en pleine réflexion et écriture d'un projet pour les années à venir. Cette volonté s'illustre d'ailleurs déjà avec la programmation de spectacles à la Maison de la Musique en accueillant une partie du public en posture debout avec l'équipement de la salle d'une fosse pour correspondre aux pratiques des publics amateurs de musique dite actuelle. Depuis 2013, la saison culturelle était déployée à la Maison de la Musique et à la Maison Daniel Ferry et hors les murs. Et depuis cette date, le choix du lieu de programmation était déjà arbitré, non plus en fonction des spécificités jeunesse ou tout public, mais en fonction des qualités techniques des salles et de la jauge attendue. Il s'agissait de conférer une cohérence plus forte à la politique culturelle de la ville et de définir un projet de programmation de musique et de danse global. L'ambition de la municipalité était alors de moins segmenter les publics tout en maintenant une diversité dans le choix des spectacles, avec une attention spécifique aux formes esthétiques susceptibles d'intéresser les jeunes. Cette dernière préoccupation se traduit également au conservatoire municipal, qui est, rappelons-le, tête de réseau des musiques actuelles à l'échelle départementale. Évidemment, la participation des habitants nous tient à cœur. Nous la pratiquons pendant les campagnes, mais aussi pendant le mandat, de manière conjoncturelle lors des assises de la ville à venir, mais aussi de manière structurelle et singulièrement dans la culture. L'association de ces habitants et habitantes, des usagers et des usagères, se fait d'ores et déjà avec des comités de vie des habitants et des usagers des espaces, comme à la terrasse, lors de la sélection des artistes pour peindre la conque, par exemple. Elle est prévue en ce qui concerne l'ouverture des nouveaux lieux de culture, nombreux à Nanterre, et notamment, pour n'en citer qu'un seul, la médiathèque tiers-lieu au parc. Enfin, le quartier université, à l'image de la ville de Nanterre, a récemment connu des transformations considérables, tant au niveau des provinces françaises que de l'opération Cœur Université autour de la nouvelle gare. Ce secteur comporte maintenant une offre culturelle avec la Contemporaine, un musée qui comprend donc un musée et une médiathèque notamment, un cinéma de 10 salles, une librairie généraliste et indépendante, ainsi qu'un centre social et culturel, la Traverse. Des équipements culturels nouveaux verront encore le jour, tant dans le futur quartier des Groux qu'au Petit Nanterre, au Parc Sud ou au Chemin de l'Île, et constitueront autant de lieux au sein desquels l'offre culturelle en matière de musique actuelle pourra, en partie, être déployée. Ces projets viendront, j'en suis certaine, rééquilibrer le maillage culturel de notre territoire, qui ne se fait pas qu'avec une offre municipale par ailleurs, mais également un écosystème riche et dense d'associations et de structures indépendantes, avec une meilleure répartition de l'offre dans les différents quartiers. Nous sommes passés effectivement à une génération de politiques culturelles mixtes, hybrides, portées par des acteurs divers et reliées par des réseaux différents. Dans cet esprit, la volonté municipale consiste bien à déployer un projet de territoire culturel et artistique. Je vous remercie. Je souhaiterais m'exprimer et demander des explications concernant les expulsions et les initiatives de la ville de Nanterre, ainsi que du bailleur Nanterre Coop Habitat, entre autres. Pourriez-vous m'éclairer, notamment grâce à des données chiffrées, sur les actions qu'a menées la ville de Nanterre sur la prévention des expulsions depuis la fin de la trêve hivernale le 31 mars dernier. Aussi, pouvez-vous m'éclairer sur le fait que,
malgré la bonne foi de certains administrés, leurs nombreuses démonstrations à vouloir trouver des solutions, en écrivant, en demandant des rendez-vous qui souvent restent sans réponse, malgré la longue attente en tant que demandeur de logement et malgré l'absence de dette locative, comment expliquez-vous que des expulsions peuvent avoir lieu sans qu'aucun consensus ne soit trouvé ? De nombreuses familles s'orientent pourtant vers les confédérations de logements présentes à Nanterre, vers des services sociaux, mais bien souvent, il semble que le durcissement des mesures d'expulsion ne fait qu'empirer. Le logement n'est-il pas un droit fondamental ? La ville de Nanterre et les élus ici présents acceptent-ils donc de telles pratiques ? Ne faut-il pas appeler à davantage de clémence et à des actions plus concrètes pour venir en aide aux concitoyens en détresse ? Merci par avance. Madame Abkari, mes chers collègues, Madame, vous avez raison. Le logement est un droit fondamental et la politique menée en la matière à Nanterre, sous l'égide de ma collègue Samia Kasmi, est, je crois, assez exemplaire. La prévention des expulsions est par ailleurs un sujet qui nous mobilise au quotidien. Le CCAS compte aujourd'hui 2 travailleurs sociaux dédiés à temps plein à l'accompagnement social lié au logement, en plus des travailleurs sociaux qui interviennent aussi dans le cadre de l'accès aux droits ou des permanences du CLIC. En 2021, le CCAS a ainsi accompagné 53 ménages spécifiquement sur cette question, dont 48 dans le cadre d'un risque d'expulsion. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée pour 90% d'entre eux. 61% n'encourent d'ailleurs plus de risque d'expulsion à ce jour. Notre bailleur social Nanterre Coop Habitat n'est pas non plus en reste, puisqu'il est un des derniers bailleurs à être encore doté d'une commission sociale, présidée par Patrick de Galard. Ainsi, en 2021, année pourtant marquée par la crise sanitaire, 11 permanences sociales ont été assurées et 75 locataires accueillis. En parallèle, 130 dossiers FSL ont été mis en place, dont 84 de maintien dans les lieux et 46 d'accès au logement. Dans le cadre de la prévention des difficultés que peuvent rencontrer certains locataires, 268 échéanciers ont pu être établis à l'amiable. Vous le voyez, Nanterre est très engagée dans la prévention des expulsions. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant des autres institutions publiques. Rappelons ainsi que le manque d'engagement du département des Hauts-de-Seine, dont la prévention des expulsions est pourtant une compétence obligatoire, conduit à des sous-effectifs chroniques au sein des services de solidarité territoriale. Cela met à mal aussi bien la conduite de ces missions que les conditions de travail des agents. Rappelons surtout que l'État a, ces dernières années, considérablement mis à mal le droit au logement des plus fragiles. En 2018, il a ainsi mis fin aux commissions partenariales de prévention des expulsions qui se réunissaient dans les Hauts-de-Seine et qui permettaient, dans la majorité des cas, d'éviter une expulsion. Comble de tout, il avait, cette même année, restreint l'accès au 115 aux seules familles comprenant un enfant de moins de 3 ans. La ville de Nanterre s'était alors fortement mobilisée, notamment en prenant un arrêté anti-expulsion qui avait malheureusement été annulé par le tribunal administratif. Soyez donc certaine, Madame, que cet engagement de Nanterre dans la prévention des expulsions locatives perdurera. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir sélectionné ma question. Je vais la lire maintenant. Donc, je demande au conseil municipal de réfléchir et de mettre en œuvre des solutions pour la protection des femmes le soir, dans le quartier du centre, aux abords de la gare de Nanterreville. Donc, jeudi 20 avril à 22h44, en sortant de la gare de Nanterreville, j'ai été suivie par un homme. Après avoir usé de trucs et astuces pour qu'il parte et continue son chemin, je l'ai confronté avant que nous ne soyons plus que tous les deux dans la rue. « Vous me suivez ?» lui ai-je demandé. « Oui », m'a-t-il répondu, avant de fondre sur moi. Si je n'avais pas couru en direction d'un autre homme pour obtenir de l'aide, je ne sais pas ce qui se serait passé.
cet événement m'a profondément bouleversée. Cet homme m'avait déjà suivi en journée avec ma petite fille de 7 ans près de la place du marché. Je n'ai pu poser qu'une main courante à la police nationale. Il aurait fallu que je laisse l'homme me toucher pour porter plainte. J'ai prévenu les meufs de Nanterre. C'est un groupe informel WhatsApp de 460 Nanterriennes de l'événement. Les retours que j'ai eus sont horrifiants. Elles sont nombreuses à avoir été victimes de la même situation. Pour la plupart, la solution est de ne pas être seule lorsqu'il fait sombre. Est-ce vraiment une solution? Peut-on accepter que la privation de liberté soit la seule option possible? Je vous remercie donc de considérer ma demande. Sachez tout d'abord que nous comprenons votre forte émotion et votre vive inquiétude face à de tels faits qui sont tout simplement inacceptables. Je profite aussi de cette intervention pour vous témoigner à vous ainsi qu'aux autres femmes ayant pu être victimes de violences similaires notre parfaite solidarité. Vous avez eu le réflexe d'informer Madame Métayer, élue du quartier du Centre, de la situation que vous décrivez, ce dont nous vous remercions également. Votre démarche a effectivement permis au maire et à Nesrine Rezak-Bara, adjointe à la sécurité, à la prévention et à la médiation, d'informer immédiatement le commissaire divisionnaire de Nanterre dans le cadre des échanges réguliers qu'ils ont ensemble. Ce dernier s'est tout de suite saisi du problème en indiquant qu'il positionnait des patrouilles à proximité pour surveiller les abords de la gare, comme il le fait régulièrement pour lutter contre les vendeurs de cigarettes à la sauvette. Ces passages ont donc été renforcés, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Par ailleurs, le commissaire divisionnaire s'est engagé à rappeler à ses troupes que les forces de l'ordre n'ont pas à refuser d'enregistrer une plainte, et ce, quel que soit le registre des faits commis, et a fortiori lorsqu'il s'agit d'atteintes ou de violences faites aux femmes. Il s'est d'autant plus engagé à effectuer ce rappel que cette problématique est supposée être particulièrement prise en compte par le commissariat de Nanterre, qui fut le premier commissariat du département des Hauts-de-Seine à mettre en place un dispositif d'accueil spécifique pour les femmes victimes de violences. Il se trouve qu'un signalement de même nature nous a été rapporté par une autre Nanterrienne, signalement qui comportait pour sa part une description. Le maire a donc également attiré l'attention du commissaire à ce sujet. Ce dernier mène donc l'enquête sur la base de ce signalement, en exploitant notamment les images prises par les caméras que la municipalité a implantées aux abords de la gare RER Nanterre-Ville et qui sont directement reliées au commissariat. Je me permets de préciser qu'a priori, le profil qui nous a été communiqué ne correspond pas à ceux des vendeurs à la sauvette du passage de cette gare. De son côté, la ville a demandé le renforcement des passages des médiateurs de jour comme de nuit, sachant que les premiers passent d'ores et déjà à minima 4 fois en journée et les seconds 2 fois en soirée jusqu'à 1h du matin. Enfin, je ne peux que vous donner raison. La liberté des femmes de circuler dans l'espace public et de disposer de leur corps est un droit fondamental qui doit être respecté partout en France. Il n'est pas normal qu'en 2023, les femmes soient encore victimes de sexisme, de harcèlement de rue et de violences. À l'heure où la société prend de plus en plus conscience du fléau que représentent les violences faites aux femmes et où la parole se libère, nous devons continuer de dire stop, de dire ça suffit. Je salue d'ailleurs votre courage, votre détermination à témoigner. Courage et détermination qui ne peuvent qu'encourager les autres femmes à s'exprimer et à pousser ainsi les pouvoirs publics à agir encore plus fortement pour y mettre fin. Je rappelle à ce titre que la ville de Nanterre a ouvert en octobre dernier une maison des femmes en partenariat avec les associations et les partenaires locaux pour lutter plus efficacement contre les violences et promouvoir la culture de l'égalité femmes-hommes. En effet, la place des femmes dans l'espace public fait partie de nos préoccupations, puisque nous avons formulé dans notre programme municipal l'engagement de lutter pour l'égalité des femmes et des hommes dans l'espace public de tous les quartiers de Nanterre, en développant notamment les marches exploratoires et en prenant des mesures qui favorisent la présence des femmes dans les espaces publics. Ainsi, vous pouvez compter sur la municipalité pour continuer de former les professionnels, de sensibiliser le grand public et d'éduquer les plus jeunes générations à vivre dans une société égalitaire, solidaire, où les droits des femmes sont absolument respectés. Je vous remercie.